on va manger les enfants, on va attaquer l'Europe, on va faire tout ce qui en fait peut choquer Georgette Statistique qui est assise sur le divan devant le journal télévisé de 20 heures. Donc nous sommes les méchants et donc nous sommes les méchants parce que nous ne sommes pas comme les Français, les Américains. Ils ont compris que finalement ils vont pas gagner cette guerre. Mais, oui. Alors Pierre Tolstoï, mais je voudrais juste savoir la Douma, quel rôle joue la Douma en Russie? Parce que je crois que beaucoup de nos compatriotes ne le savent pas exactement. Donc, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que la Douma et le rôle qu'elle joue? Bah, c'est comme dans tous les pays du monde. Nous avons notre démocratie et le Parlement. Donc, la Douma joue un peu le rôle de l'Assemblée nationale. On travaille sur les lois. On est une partie législative du pouvoir. C'est ça. Et il y a l'autre côté, il y a l'équivalent du Sénat. Aussi, tout à fait. On a le Conseil de fédération qui est équivalent du Sénat et qui représente les régions de la Russie. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est clair, mais c'était important de parler de ça. On va parler effectivement de votre parcours aussi, parce que c'est important. Je rappelle rapidement que vous êtes né à Moscou le 20 juin 1969, vous avez 55 ans, vous êtes diplômé du département international de la faculté de journalisme de l'université Lomonosov à Moscou, et vous avez... Intéressant, vous avez commencé comme correspondant du journal Le Monde, c'est bien ça? Tout à fait, parce que j'ai fait mes études aussi, non seulement à l'université de Moscou, mais aussi à CFPJ à Paris. D'accord. Et donc, après, on m'avait proposé de travailler pour Le Monde, et après, j'ai travaillé pendant des années pour l'agence France Presse. C'est ça, vous étiez correspondant à Moscou de l'AFP, hein, c'est bien ça. Tout à fait. Et puis la télévision ensuite, à la télévision russe VID, des émissions politiques à la télévision russe, vous avez fait ça pendant une dizaine d'années, même plus que cela. Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, d'accord. Oui, non, je ne veux pas raccourcir votre carrière journalistique. Mais alors, qu'est-ce qui vous a fait, c'est intéressant, qu'est-ce qui vous a fait passer à la politique? Donc, parce que vous êtes devenu membre de la Chambre civique de la Fédération de Russie, et puis depuis 2016, comme j'ai dit, vous êtes vice-président de la Douma d'État. Qu'est-ce qui vous a amené à dire journalisme très bien, mais politique, ça m'intéresse autant, au moins? Vous savez, moi, quand j'ai travaillé comme journaliste depuis des années et à l'AFP et après pour la télévision russe, j'étais toujours, je suivais les événements politiques de l'époque et on en avait beaucoup, mais j'ai jamais eu l'idée de moi-même travailler comme politicien ou devenir politicien. Peut-être cette idée, j'ai eu après la Crimée, après le retour de Crimée à la Russie, parce que c'était pour la première fois que j'étais vraiment fier de mon pays depuis l'effondrement de l'URSS, et donc je pensais que peut-être mon expérience, mes capacités, rapporter quelque chose pour mon pays. C'est pour ça que j'ai pris la décision de me présenter aux élections à 2016. Et donc, j'ai été élu à Moscou, où j'ai eu comme adversaire le chef du Parti communiste de Moscou. Donc, j'ai gagné cette élection et je suis devenu député. D'accord. Oui, et puis après, donc, vice-président de la Douma. Et justement, ce que vous venez de dire, parce que c'est intéressant, important. Au fond, comment votre génération, même la génération d'avant, a vécu, dans les années 90, bien sûr, l'effondrement de l'URSS, et comment, effectivement, parce que je crois que ça explique beaucoup de choses, on disait, ah ben c'est fini, tout ça est effondré, etc. Pendant 10 ans, ça a été assez compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire, mais comment votre génération a vécu? C'est comme une espèce d'humiliation, et c'est pour ça, quand vous parlez de la Crimée, vous dites à nouveau, j'ai été fier de mon pays. Ça a été vécu comment, Piotr Tolstoï? Bah, vous savez, moi, j'ai jamais été... on a vécu en URSS, mais j'ai jamais eu les sympathie aux communistes et au système qui existait, parce que c'était un système basé sur la mensonge totale. Et donc, on était très contents finalement que c'est terminé. Et à un moment donné, on avait des illusions sur
sur les relations de la Russie avec l'Europe, avec l'Occident. On avait beaucoup d'illusions et on pensait que on pourrait vraiment bâtir le monde ensemble et faire ensemble beaucoup de choses parce que la Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe. Et sans la Russie, l'Europe n'a pas accès à des ressources naturelles ni rien. Mais donc, finalement, vous savez, pour nous, pour notre génération, le point très important, c'était l'agression de l'OTAN contre Yougoslavie. Le bombardement de Belgrade, le bombardement des Serbes, l'humiliation des Serbes sur tous ces procès du tribunal international, etc. Donc, je rappelle 1999, l'opération de l'OTAN qui a duré 2 mois et demi sans l'aval de l'ONU, il faut le rappeler. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, ça a beaucoup joué, ça. Ça nous a montré clairement que tous les slogans européens, tous les slogans sur la démocratie, le moral, le droit de l'homme, tout ça finalement est soumis sous les intérêts géopolitiques ou économiques des pays européens, qui à l'époque encore ne dépendaient autant des États-Unis qu'aujourd'hui. Alors justement, enfin, on pourrait se dire, Piotr Tolstoï, est-ce que ce n'est pas le cas de tout le monde? Vous savez ce que disait le général de Gaulle? Une nation n'a pas d'amis, une nation a des intérêts. On peut avoir des amis dans la vie, mais est-ce que ce n'est pas le cas de toutes les nations? Mais justement, je voudrais parler de ça parce que c'est intéressant de parler. J'ai relu, même avant de voir les discours de Vladimir Poutine qui ont été traduits en français. Il y a eu 2 ou 3 livres. Et effectivement, dans les années 2003-2007, il était question d'un rapprochement, enfin, voulu même par la Russie avec l'Europe. Enfin, en tout cas, il y avait des discussions, ou en tout cas, il y avait des avancées. Et puis, ça a tourné comme ça a tourné aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer, je voudrais avoir votre réaction. Piotr Tolstoï, la couverture du Point, du journal de l'hebdomadaire français Le Point, que vous connaissez bien sûr, et voici cette couverture, on voit Vladimir Poutine, c'est en couverture, et le titre c'est « L'étrangleur ». Qu'est-ce qui fait que, effectivement, où il explique que voilà, le prédateur, il veut en fait prendre l'Europe, continuer après l'Ukraine, etc. Qu'est-ce qui fait que ça s'est dégradé à ce point où aujourd'hui, à l'heure où effectivement il est question, et ce sera dans les prochains jours ou prochaines semaines, que Donald Trump rencontre Vladimir Poutine, c'est déjà programmé, et que en Europe ce soit effectivement une espèce de fronde. Comment vous analysez ça? Ça peut, on peut longtemps raconter l'histoire des illusions et des malentendu, vous diriez malentendu? C'est pas le malentendu. Je crois que c'est plutôt quelque chose qui c'est pas un malentendu. C'est l'incompréhension des Européens que la Russie c'est une civilisation à part, que c'est pas une grosse Pologne, quoi. Et donc l'idée des Européens, notamment des Français, à nous donner toujours de leçons. Comment il faut vivre, comment il faut bâtir la démocratie, mais c'est aussi quand même l'élargissement de l'OTAN à nos frontières, c'est aussi le refus des discussions sur la sécurité, parce que la sécurité, il ne peut pas être la sécurité pour les uns et en sécurité pour les autres. Et donc tout ça, ça a amené d'abord au discours de Vladimir Poutine à Munich, à la conférence sur la sécurité internationale à 2007. Oui. Il a ouvertement dit que soit vous arrêtez avec les doubles standards et on commence à coopérer ouvertement, soit cet antagonisme va progresser. Et donc là maintenant, on est dans la stade de russophobie totale en Europe et des tonnes de mensonges qui depuis 3 ans sont balayés sur les têtes des Européens, sur la Russie. Donc ça m'étonne pas ni le Point, ni la presse occidentale en général qui pense que les Russes mangent les enfants le matin, etc. Donc pour nous c'était un peu étonnant au début, mais maintenant rien de nouveau. Donc on va manger les enfants, on va attaquer l'Europe, on va
on va faire tout ce qui en fait peut choquer Georgette Statistique qui est assise sur le divan devant le journal télévisé de 20 heures. Donc nous sommes les méchants et donc nous sommes les méchants parce que nous ne sommes pas comme les Français, les Anglais, les Italiens, etc. Ouais. Donc à mon avis c'est ça en fait l'incompréhension totale, c'est ça le début. C'était encore dans les années 90, parce que l'Europe a pensé, comme d'ailleurs les États-Unis, que on a gagné la guerre froide, ok, et maintenant les Russes, ils vont devenir, je sais pas, espèce d'un grand pays, mais qui en fait répète. Tous les trucs. Et Piotr Tolstoï, certains disaient même que, il faut le dire, y compris du côté des États-Unis, on pense à Zbigniew Brzezinski, les néoconservateurs, que la Russie, qui est un pays de moujik, oui, avec des centrales nucléaires, devrait être démembrée. C'est quand même aller jusque-là, chez certains. Oui, tout à fait, tout à fait. Et en plus, oui, mais ça jusqu'à présent, cette idée, en fait, il domine dans la classe politique européenne, parce que, par exemple, en Europe, très peu de gens savent que, par exemple, l'Ukraine, ça faisait partie de la Russie depuis 3 siècles. Et c'est seulement 30 ans qu'il était soi-disant indépendant. Soi-disant parce que la Russie a subventionné l'Ukraine avec les prix de gaz, de pétrole, plein des avantages. Mais maintenant, c'est aux Européens à payer ça. Donc, à mon avis, c'est bien aussi pour revenir un peu en arrière. Oui. Alors justement, maintenant, il y a aussi, Piotr Tolstoï, il y a un nationalisme ukrainien qu'on ne peut pas nier, quelque part, quand même. Oui, il y a bien sûr cet nationalisme ukrainien. Il a été d'ailleurs grandi par les communistes. Je vous rappelle que l'Ukraine elle-même, elle a été construite par Staline et Lénine quand ils ont pris la crayon et ils ont rajouté les régions russes avec le prolétariat, qui était la classe très, selon les communistes, très bien. Ils ont rajouté ça à des régions de l'Ukraine avec les paysans. C'est juste pour équilibrer un peu. Et ils ont construit un pays totalement artificiel, moitié russe, moitié ukrainien. Et dans ce pays aujourd'hui, dans ce qui reste de l'ex-Ukraine, en fait, c'est vrai que le nationalisme est très fort parce que c'est la seule raison pour laquelle ils peuvent que l'Ukraine est là aujourd'hui toute la situation. Donc, le nationalisme ukrainien, c'est pas quelque chose non seulement anti-russe, mais c'est aussi le nationalisme basé sur les héros de la Deuxième Guerre mondiale qui ont été à côté d'Hitler. Donc c'est comme un peu en France, imaginer un peu nationaliste français avec les portraits de Pétain ou je sais pas Vichy sur les drapeaux. C'est vrai. Cela dit, on va parler évidemment de choses, mais tous les Ukrainiens, loin de là, ne sont pas des bandéristes. Vous êtes d'accord, quand même? Ils sont pas, faut pas généraliser. Non, il faut juste comprendre que n'importe quel nationalisme ukrainien et l'idée d'indépendance de l'Ukraine, ça fait partie de l'idéologie de Bandera. Parce que il y avait aussi en Ukraine, on appelle ça minorité, mais c'était quand même avant la guerre 20 millions des Russes. Donc il y avait aussi des Russes qui ne voulaient pas pour ses familles et pour ses enfants cette histoire. Cette idéologie basée sur le nationalisme de l'Ukraine de l'Ouest. Et c'est pour ça que a commencé le conflit à Donbass et dans la partie russophone, comme on l'appelle. En fait, c'est la partie peuplée par les Russes. Alors, justement, on va pas revenir sur toute l'histoire, ça nous prendrait des heures, mais c'est vrai, pour rappeler ce qui s'est passé en 2004, en 2015 avec Maïdan, bien sûr, le Donbass, nous avons d'ailleurs diffusé nous-mêmes l'interview de François Hollande qui disait bien que les accords de Minsk, on les avait faits, enfin selon lui, il avait été piégé par deux humoristes russes, que les accords de Minsk ont été faits pour que l'armée ukrainienne, pour que les Ukrainiens prennent le temps de se réarmer comme il faut, etc., etc. Tout avec Angela Merkel, bien sûr. Bon, on a parlé de tout ça, mais aujourd'hui, revenons à aujourd'hui, Piotr Tolstoï, c'est quand même intéressant de voir cette espèce de, s'il n'y avait pas tellement de morts, vraiment, on aurait presque envie de ricaner, mais
qui a envie de ricaner quand une guerre fait presque 1 million de morts et de blessés? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un renversement de situation intéressant? L'Occident est divisé, il faut bien le dire, entre le nouveau régime américain, en tout cas la nouvelle présidence américaine de Trump, Musk, Vance et compagnie, et on a vu la réunion et ce qui s'est passé. Vous l'avez vu comme tout le monde, bien sûr, ce qui s'est passé à la Maison-Blanche entre Volodymyr Zelensky, Vance et Trump. Le fait qu'aujourd'hui, il y a incontestablement une division, et non seulement une division, et je voudrais avoir vraiment votre sentiment là-dessus, d'analyste et de politique, c'est qu'en même temps, on a l'impression que l'Europe, enfin une partie de l'Europe se dit « Ah non, c'est nous qui allons prendre la relève. Voilà, l'Amérique est en train de lâcher l'Ukraine, l'Amérique est en train de nous lâcher quelque part. Eh bien, c'est une occasion pour nous, Européens, enfin encore une fois, pas tous, mais certains, eh bien, on va faire une défense européenne, on va faire une armée européenne, etc., etc. » Bah, à mon avis, c'est très simple et en même temps très compliqué. En fait, l'Occident en général, les États-Unis et l'Europe, avec 25 000 sanctions illégales contre la Russie et avec la déclaration en fait de la guerre dans les médias et avec tout le soutien au régime ukrainien, ils ont compris, les Américains, ils ont compris que finalement ils vont pas gagner cette guerre. Et pour les Américains, déjà, Afghanistan, ça leur suffit. Donc, ils veulent pas que Zelensky court derrière le train vers la Pologne. Et ils ont profité, Trump a profité de la situation pour, en faisant la partie de la coalition anti-russe et en fait en tête de la coalition occidentale, il a fait un pas en arrière et il a dit « Je suis un médiateur. Bonjour. » je participe pas dans cette guerre, je suis un médiateur. Et on va faire un deal. Donc, lui, il a compris qu'il va pas gagner et les Européens n'ont pas compris. Et c'est très simple. Les Européens n'ont pas compris et les Européens, ils ont besoin de montrer un peu leur place dans le monde entier parce qu'ils l'ont perdu avec la souveraineté des pays, avec l'Union européenne qui ressemble de plus en plus à l'Union soviétique. Et donc ils ont ce qu'on appelle l'URSS, c'est ça. Voilà. Donc les Européens, ils ont fait maintenant l'espèce d'une tentative de retrouver un peu leur place. Mais malheureusement, c'est bien dommage pour l'Europe, mais c'est impossible parce que déjà rassembler assez de l'argent pour acheter l'artillerie pour l'Ukraine, vous y n'arrivez pas sans les Américains. Avec les Américains, ça passait quelquefois, mais maintenant sans les Américains, on n'arrive pas. Kaja Kallas dit une chose, Macron dit une autre, et cette espèce de fanfaronnade, malheureusement, n'a rien derrière, parce que toutes ces réunions des coalitions de volontaires, toutes ces déclarations sur la présence des soldats français sur le sol ou des avions britanniques aux frontières de l'Ukraine, malheureusement, c'est impossible d'organiser et de faire sans les Américains. Et donc là, maintenant, quand les Américains, ils ont un peu reculé, l'Europe, il lui faudra un peu du temps et peut-être le changement de leader pour changer le discours. Alors justement, Piotr Tolstoï, je voudrais vous faire entendre ce que vous avez dit à BFM TV. C'était pas il y a pas si longtemps, hein, il y a quelques semaines ou quelques mois. Enfin, vous avez été dur, hein, mais vous avez été assez dur. Mais enfin, c'était intéressant de vous entendre. Écoutez. Piotr Tolstoï, homme politique russe, affirme que l'Union européenne, UE, n'a pas compris qu'elle a perdu la guerre. Cette déclaration, faite lors d'un entretien avec Andrei Berkov, est une provocation qui mérite d'être analysée. Pour comprendre cette phrase, il faut d'abord se poser plusieurs questions. De quelle guerre parle-t-on? Pourquoi Tolstoï considère-t-il que l'UE a perdu? Et quelles sont les implications d'un tel discours? Tout d'abord, il faut replacer cette déclaration dans son contexte. Depuis 2022, la guerre en Ukraine a profondément modifié les relations internationales. L'UE a pris position contre la Russie en imposant des sanctions économiques sévères et en soutenant l'Ukraine par des livraisons d'armes et une aide financière massive. La Russie,
de son côté, affirme que l'Occident a voulu affaiblir son économie et son influence, mais qu'elle a su résister grâce à son autonomie et à ses alliances avec d'autres pays comme la Chine ou l'Inde. Tolstoï, en disant que l'Union a perdu la guerre, sous-entend que la Russie aurait finalement pris l'avantage malgré les efforts de l'Europe pour la mettre en difficulté. Mais peut-on vraiment parler de défaite pour l'Union européenne? Tout dépend de la manière dont on définit la victoire ou la défaite dans ce contexte. Si l'on considère que l'objectif principal de l'UE était d'affaiblir la Russie économiquement et militairement, alors on peut se demander si elle a réussi. Certes, l'économie russe a souffert des sanctions, mais elle ne s'est pas effondrée comme certains le prévoyaient. Au contraire, Moscou a réussi à rediriger une partie de son commerce vers d'autres partenaires, ce qui lui a permis de limiter les effets négatifs des sanctions. De plus, la Russie a poursuivi son offensive militaire en Ukraine et a même réussi à consolider certaines positions stratégiques. Cependant, il serait exagéré de dire que l'UE a perdu la guerre. Si l'on regarde la situation d'un autre point de vue, on pourrait dire que c'est plutôt la Russie qui s'est affaiblie. La guerre lui coûte énormément en ressources et en soldats. De plus, son isolement sur la scène internationale l'oblige à dépendre davantage de la Chine, ce qui pourrait à long terme réduire son autonomie. L'UE, de son côté, a montré une unité sans précédent en réagissant rapidement et en soutenant l'Ukraine. Certes, la crise énergétique et l'inflation ont frappé l'Europe, mais les pays membres ont trouvé des solutions pour s'adapter. Par exemple, en diversifiant leurs sources d'approvisionnement en gaz. Alors, pourquoi Piotr Tolstoï fait-il une telle déclaration? Il s'agit avant tout d'un discours politique et idéologique destiné à influencer l'opinion publique. En affirmant que l'UE a perdu, il cherche à renforcer l'image d'une Russie victorieuse et résiliente face aux pressions occidentales. Ce type de rhétorique est souvent utilisé dans les conflits pour motiver son camp et décourager l'adversaire. Il ne faut pas oublier que dans toute guerre, l'information et la propagande jouent un rôle clé. En exagérant la faiblesse de l'UE, Tolstoï tente de donner l'impression que la Russie a déjà gagné, même si la réalité est plus complexe. D'un point de vue plus large, cette déclaration soulève une question fondamentale. Quelle sera l'issue réelle de ce conflit? Ni la Russie, ni l'UE ne peuvent prétendre avoir totalement gagné ou perdu à ce stade. L'avenir dépendra de nombreux facteurs, comme l'évolution du soutien occidental à l'Ukraine, la capacité de la Russie à maintenir son effort de guerre et l'impact des sanctions sur le long terme. Une chose est sûre, ce genre de discours provocateur ne fait qu'attiser les tensions et compliquer la possibilité d'une solution diplomatique.